Alors donc ouais, encore une autre innovation de la trilogie, c'est les tournages délocalisés. Donc on en a fait pas mal, et notamment surtout pour le film 2, puisque on a fait un tournage en Alsace, où on était censé faire du tournage du film 3, mais on a aussi fait une petite scène du film 2, puisqu'on avait encore quelque chose à terminer. On a la région lyonnaise et la Savoie, donc la région Rhône-Alpes en général. Et on a donc l'Aude autour de Carcassonne et un petit retour en Normandie. Donc là c'est vrai que pour le coup, toutes les régions sont représentées. Puis alors ça c'est une de mes spécialités, parce que je m'occupe justement de rechercher les gîtes et les hébergements pendant les tournages comme ça. Et en dehors de la Normandie, ma spécialité c'est de trouver des gîtes paumés, notamment celui de Carcassonne. On était en voiture et donc on roulait et puis d'un seul coup en fait ça m'a fait penser à Walking Dead, parce que on a la radio qui a commencé à sauter un petit peu, puis d'un seul coup plus rien, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de radio, il n'y avait absolument plus signe, on va dire, de technologie, nos téléphones étaient en réseau perdu, et donc c'est là que nous sommes arrivés dans ce charmant petit village qui me faisait penser un peu à Majora's Mask, avec quelques chats qui nous attendaient la nuit, qui se promenaient, la pleine lune, on avait la petite église, la petite place, et puis quelques personnes qui regardaient par la fenêtre parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir de l'activité en pleine nuit. On est arrivé dans un espèce de petit hameau où la place du village, c'est l'église qui fait office d'école, qui fait peut-être office de boulangerie, qui sait, où en fait il y a une habitante qui nous regarde de travers quand on arrive. Enfin, c'était un peu bizarre avec toute cette brume. Donc c'est vrai que l'arrivée déjà ça annonçait assez bien la couleur. Puis après tous ceux qui nous ont rejoints, c'est vrai qu'ils sont envie de rentrer dans le délire. Mais bon, au moins on était tranquille, on avait un super cadre autour avec un petit cours d'eau, des belles rivières. Mais c'était assez fun. Puis après ouais, le gîte, voilà, c'est toujours bien sympa. On a tous l'ambiance le soir où on se retrouve, on parle des tournages, on regarde les rushs, on délire entre nous, on apporte les consoles pour jouer, tout ça. Après voilà, on se fait tous les repas ensemble. C'est vrai que ça c'est toujours une bonne ambiance et tout le monde est content de ces soirées-là. Ce qui est des tournages délocalisés, moi je dois dire que vraiment à chaque fois on s'amuse beaucoup, donc c'est vraiment super sympa à faire. En plus, y a le petit extra tourisme, hein, faut pas se mentir, parce que comme on est aidé par des gens sur place, qu'on remercie soit dit en passant beaucoup, on rencontre, on voit des endroits super, et surtout pour ce qui est de ma personne, et j'emmènerai avec moi Mathieu Zecchini, nous découvrons énormément de fromageries, et ça c'est une bonne chose. Merci les tournages. Écoutez, moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui depuis peu mais surtout grâce à l'aventure de nous, mine de rien, qui s'est mis à apprécier de voyager en fait, littéralement, parce que on va dire jusqu'à mes 18-20 ans, j'étais un petit peu le petit campagnard du sud de la France qui au final ne sortait pas tellement de son bled et ne connaissait pas vraiment ce qu'était le monde. Donc ça a été plutôt sympa en fait tout au long de cette aventure en fait, de se délocaliser, d'aller dans des conventions à droite à gauche, et notamment depuis la trilogie, en fait d'avoir l'occasion tout simplement d'aller tourner dans des régions différentes, notamment pour ma part la Normandie, l'Alsace-Lorraine. Bon, l'Alsace-Lorraine je connaissais déjà un petit peu parce que j'habitais une année en Moselle, donc du coup je connais un petit peu, mais c'est toujours sympa parce que d'une part il y a le côté changement de climat, changement de décor, changement d'ambiance, et c'est plutôt cool, surtout que moi j'aime bien effectivement, moi qui suis un joueur de MMO, ça me tient quand même à cœur d'avoir des décors différents, tout simplement pour simuler les différentes régions d'un univers. Donc de fait, je trouvais que c'était quand même gratifiant et super intéressant, et surtout c'est des super décors, parce qu'en termes de patrimoine, on va faire un petit peu les chauvins, mais c'est vrai qu'en France on a des trucs qui sont quand même pas trop dégueux, hein, on va pas se mentir, il y a des trucs très très sympas en termes de châteaux, de forêts, enfin bref, plein de bleds vraiment sympathiques. Même si dans le sud on a de très très beaux paysages, il faut pas se leurrer, la France possède d'innombrables paysages plus beaux les uns que les autres, avec des châteaux à la Wall Again Smile, People in the Wood. Du coup, c'est cool de pouvoir visiter tout ce patrimoine, on va dire, ce patrimoine français qui demande qu'à être découvert. Donc les amis, n'allez pas à l'étranger, allez visiter plutôt, faites-vous un pèlerinage sur la route des Noobs à travers tous les lieux qu'on a pu tourner, qu'on a pu filmer le long des 3 films. Alors pour les tournages dans les alentours de Lyon, on a un petit peu marché sur les pas de Kaamelott, puisqu'on a eu la possibilité de tourner au château de Falavier et à l'usine des eaux de Saint-Clair. Et l'usine des eaux de Saint-Clair, je garde un souvenir mouillé de cette expérience, puisque je suis tout simplement tombée à l'eau
voilà, il se trouve que on a pu tourner en fait dans l'ancienne réserve des eaux de l'usine et l'eau devait être, je sais pas, 1 degré, 2 degrés grand max. Et Fabien voulait absolument, pour les besoins de la scène, qu'on tourne de l'autre côté de la rive. Sauf que pour aller de l'autre côté de la rive, il fallait prendre des petits canoës-kayaks. Petits canoës-kayaks qui n'avaient pas servi depuis bien longtemps. Et donc, il a fallu qu'en costume, avec des talons de 10 cm, eh bien, je sorte du canoë-kayak. Et Fabien m'a assuré, évidemment, qu'il n'y aurait aucun problème. Alors, oui, sauf que de l'autre côté, la berge, c'était de la boue. Et que mon pied, lorsque je l'ai posé, comment dirais-je, le canoë-kayak est parti en sens inverse au même moment. Résultat, ça a fait plouf, quoi. Alors, parmi les lieux vraiment superbes, il y en a beaucoup, mais Fontfroide nous a beaucoup marqué, je pense que tout le monde vous dira pareil, et on l'a vraiment exploité, ce lieu de tournage, de plein de manières différentes. Il y a eu des photos qui ont été faites un peu partout, on a tourné des plans de Gaïa qui se promène pour montrer qu'elle est vraiment dans la place, quoi. Elle a un gros château, la citadelle d'Astradar est vraiment balèze, et il y avait des lieux qui faisaient penser à Game of Thrones en fait. Il y avait une ambiance qui était très orangée, et avec des espèces de lumière en fait, en fer forgé, qui était plutôt sympa. Ça me faisait vraiment penser à Port-Réal en fait, de Game of Thrones. Et notamment la scène qui se passe dans la salle à manger, c'est une scène où on avait interdiction de s'asseoir autour de la table parce que la reine Victoria aurait dîné une fois dans ces lieux. Donc les personnages, comme vous pouvez voir dans cette scène, sont debout. Et donc on a vraiment on a vraiment été super contents de pouvoir tourner dans ces lieux. Et puis voilà, sinon on a tourné aussi la sortie des mines d'année en fait, avec Précieux d'Orthos qui est là, c'est encore à Fontfroide. Donc 3 tournages mine de rien, hein, l'introduction avec Gaïa, la scène de Sparadra donc avec le coffre, et donc cette scène là. Donc ça c'était 3 ambiances différentes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre en scène le coffre de Gaïa, le coffre de Guild, avec pas mal de pièces. Donc là on lui envoie plein de pièces. Donc ça ce sont les Gaïa crédits. Oh mon dieu, un rêve qui est réalité. On est en train donc de lui balancer plein d'argent. Oui bon ça va. Alors parmi les tournages qui m'ont vraiment marqué, il y a le tournage qu'on a tourné au gouffre de Cabrespine, toujours dans les alentours de Carcassonne, parce que là il y a vraiment eu, quand je suis rentrée pour la première fois, un sentiment mais de vertige, c'était impressionnant. Et en fait c'est une colline qui est creuse, donc du coup c'est gigantesque, c'est une grotte qui est vraiment balèze, et en fait elle est tellement grande qu'on peut y mettre la tour Eiffel dedans. On n'a pas essayé mais on les croit sur parole parce que c'était vraiment gigantesque quoi. Quand on arrivait, ça fait, je sais pas, quand vous avez par exemple des concerts ou des stades de foot en fait, ou un truc comme ça, vous arrivez, vous êtes dans votre petit couloir et des distances tout à fait faciles à appréhender, puis d'un seul coup vous ouvrez la porte et là vous voyez un mur de gens, c'est un truc gigantesque, mais ça fait un peu le même effet. Donc quand on levait la tête, c'était voilà, on avait quasiment des vertiges et c'était très bizarre. Il y avait aussi une très forte humidité et comme on a tourné ça en fin de journée, il y avait encore plus d'humidité je pense qu'en journée, et le matériel, les caméras, les appareils photos surtout, ils prenaient la buée en fait, et moi le costume à la fin du tournage il était moite, et c'était très très bizarre de faire ce tournage dans les entrailles de la terre. C'est ça, tu peux me bien sûr. Putain, ça horrible. Et là, tu sais. Alors, un autre lieu que j'ai bien aimé, c'est Terra Vinea en fait. C'est une mine, une ancienne mine désaffectée qui a été réhabilitée en musée. Donc il y a plusieurs ambiances différentes, une ambiance un peu grecque, gallo-romaine et tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est que on a plutôt privilégié l'endroit où il y a tous les tonneaux, déjà parce que ça faisait plus authentique, parce qu'il y avait aussi des décors un peu carton-pâte, donc on a plutôt évité ces coins-là. Et c'était super, il fallait juste s'arrêter de tourner quand il y avait les visites guidées. Donc c'était à peu près une toutes les demi-heures. Donc c'est rigolo parce que les gens passaient et puis nous voyaient comme ça. Alors souvent ils prenaient des photos, ils connaissaient pas nous, parce que souvent c'était des étrangers. Là on a eu des Anglais.
anglais par exemple. Mais bon, le fait de voir les acteurs en costume et tout ça, c'était sympa, les mecs passaient, nous regardaient. Comme on n'était pas trop en retard, on n'était pas trop stressé, donc on prenait des photos, c'était plutôt rigolo. Et puis ça a été l'occasion de voir le super costume et maquillage donc de Marjorie, hein, le troll de pierre joué par Patrice. Donc Patrice était dessous et en fait ouais effectivement ça apporte une certaine immersion parce que déjà que le lieu est super, on rajoute un personnage qui finalement avec les prothèses fait que le maquillage le masque en fait bouge un petit peu quand il parle, donc c'est vrai que enfin moi je sais que j'ai bien aimé, donc voilà c'était plutôt sympa, tournage assez agréable, on a bien rigolé, Thomas a réussi à prendre le son, donc Thomas Armengo a réussi à prendre un son vraiment au top parce que c'est pas facile, il y a de l'écho, c'est super compliqué. Donc voilà, un tournage qui s'est plutôt bien passé. Alors, vous avez vu un peu vos soldats ? Pas encore, à peine. Il va falloir qu'on refasse un peu connaissance, enfin. Première impression, vite loin ? Ils ont l'air bien bâtis, mais est-ce que ça sera suffisant pour qu'on reprenne notre place de numéro 1 ? Il y a du boulot à faire. Alors lorsqu'on a tourné au château de l'Arc, c'était amusant puisqu'il y avait à côté du château une espèce de réserve en fait, là où ils devaient entreposer je pense les denrées. Et nous on aime bien en général quand on arrive sur les tournages faire le tour de toutes les petites pièces, voir un petit peu comment c'est foutu et tout. On fait un petit peu nos touristes tout bonnement. Et là on est tombé sur des petites chauves-souris. Alors c'était vraiment amusant parce qu'au début on était là en train de faire chut surtout faites attention, ne les réveillez pas, elles étaient endormies et tout. J'ai essayé de refaire ce qu'elle avait fait à Lyon là quand on était dans les grottes. Dans la grotte là. On tous les trois avec Fabien et lui là. Elle regarde moi, une bête sauvage. Ça. Et j'ai voulu tourner la tête sauf que j'ai oublié que j'avais un torticolis donc j'ai mal. C'est long comme histoire pour se justifier. Juste pour ça. En fait, c'est sorti avec ton brosse à lèvres. Pardon ? Non, c'est la sorti avec ton brosse à lèvres. Vous regardez de près. C'est moi qui lui ai fait la maison. Comme dirait Gandalf. Ok. T'avais pas vu ? Pas aussi près. Moi je suis pas du tout dedans. Alors, évidemment, il y a une petite tradition qui a été inaugurée avec ce film 1, ce sont les dégueux, les fameux avatars qui ressemblent à nos héros, mais qui ne sont pas nos héros. Vous savez que dans les MMO, il y a beaucoup d'avatars qui se ressemblent, et on a joué sur cette petite particularité que finalement presque seul noob peut utiliser pour dire, regardez, il y a des personnages qui ressemblent aux skins des avatars principaux, mais qui sont bien plus moches et bien plus pourris. C'est ce qu'on a appelé les dégueux, et du coup il y a un jeu qui s'est mis en place avec la communauté, c'est de les retrouver. Et il faut dire que dans le film 2 on a fait fort quand même, on en a quelques-uns qui sont bien gratinés. C'est vrai qu'il y a un concentré de dégueulassitude assez important, puisque pratiquement tout le monde y est passé. Et on a encore certains qui ne sont pas passés, on ne les oublie pas. Mais pratiquement tout le monde a eu son rôle de dégueu. Donc je pense notamment de mon côté à Omegazel, puisque j'ai beaucoup aimé son dégueu, qui est vraiment hyper dégueulasse. Non seulement de faciès et de costume, mais aussi dans son comportement et dans la façon de le jouer. Enfin, faut le voir, quoi. C'est immonde. C'est, je pense, un des pires pour moi. Il y a vraiment tout qui fait qu'il est vraiment immonde. Moi, je suis un petit peu comme Omegazel. Je veux être le meilleur partout. Et mon noob dégueu, je voulais que ce soit le plus dégueu. Et c'est exactement la consigne que j'ai donnée à Marjorie quand elle m'a aidé à me maquiller. Donc je lui ai dit, écoute, au maquillage, je lui ai dit, mais fracasse-moi, mais vraiment fais un truc immonde. Et Marjorie, je me rappelle, elle a dit, voilà, je vais te maquiller comme je supporte pas de voir certaines filles maquillées là quand elles font les cagoles et tout. Et du coup c'est ce qu'elle a fait pour moi. Ensuite tu vois, il y avait Saphir à côté de moi, je lui ai dit dis-moi tout ce que t'aimes pas et tout. Alors je me suis mis des cheveux longs noirs, je me suis mis un masque horrible. Et au final, quand je suis arrivé, en fait Fabien était en train de tourner. Et quand je suis arrivé sur le plateau, que tout le monde s'est retourné et que j'ai vu que bon, il y en a deux qui se sont retenus de vomir, et là que c'était mort de rire, et Fabien m'a dit ah, j'ai ma star, elle est là, j'ai fait c'est bon, mission accomplie, je suis absolument vomitif, c'est génial. Qui êtes-vous ? Oh merde, ma femme elle vient de me quitter des yeux là. Et c'est encore Marjorie qui a créé cette immondice. Parce que le truc c'est que Marjorie, il faut savoir que elle sait faire des super maquillages, elle sait faire des super effets spéciaux. D'ailleurs, elle nous maquille à chaque tournage maintenant. On a tous du fond de teint, chose qu'on n'avait pas forcément avant. Donc maintenant, pareil, on essaye de faire un peu comme les pros parce que voilà, on a Marjorie qui nous aide beaucoup. Mais Marjorie, de temps en temps, on lui demande de faire des dégueux et il faut avouer qu'elle se débrouille plutôt bien. Et c'est peut-être finalement ça
son futur, son avenir. C'est peut-être ça qui est sa vocation, créer des dégueux dans Noob. Voilà, donc elle tournera peut-être pas avec Guillermo del Toro, peut-être que finalement ça sera la professionnelle des dégueux de Noob. Et donc parmi les dégueux réussis, donc il y a Sudomegazelle là en troll, on a aussi Villénor, Cruellor et Spectro Skeleto Warrior. Oui, ce sont leurs noms, même si jamais ils ne sont pas dits dans le film. En fait, ce sont les 3 personnages qui fomentent le coup d'état contre Gaïa en fait et qui la mettent en prison. Donc c'est Eric qui joue donc Kavan et Tabris qui fait donc Spectro Skeleto Warrior, donc le chef de la rébellion, celui qui a un maquillage de squelette et qui a une voix un peu comme ça, enfin qui est vraiment génial. Ensuite vous avez Philippe qui va jouer donc Villénor, qui est donc quand il voit comme ça et tout, enfin il est vraiment génial. Et donc nous avons Cruellor donc qui est joué par Florence qui joue Nostaria et qui elle utilise son coffre surpuissant pour casser les tables et fracasser, recréer le Mistral en fait avec ses poumons. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme séquence, d'autant que à la base dans le scénario il y avait marqué joueur 1, joueur 2, joueur 3 en fait, c'est à dire que n'importe qui pouvait jouer ses rôles. Et je leur ai dit vous avez carte blanche, faut juste pas qu'on vous reconnaisse, vous faites plaisir, c'est une journée dégueu. Et donc là ils ont fait ça, mais à tel point que c'est devenu des personnages qui vont revenir. On a déjà tourné des scènes dans le film 3 avec eux et ils seront dans la BD, peut-être même si je fais Noob Reroll ils y seront aussi. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais voilà, pour moi c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Ils sont magnifiques ces personnages, les voix de Eric et de Philippe sont magiques. Et voilà, pour moi ils ont créé les trois loustiques sont à mourir de rire. C'était pas du tout prévu comme ça, et comme quoi l'improvisation, quand on laisse un chouïa d'improvisation et une marge de manœuvre illimitée aux acteurs, voilà ce qui peut se passer. J'ai eu l'occasion aussi de le faire avec les filles, c'est-à-dire avec Saphir et avec Gaïa, où nous sommes cette fois-ci 3 hommes, puisque nous sommes les sœurs Serrano, mais qui en fait sont des hommes. Et c'est une scène dans laquelle on a énormément ri. On a commencé à ouvrir la malle, à sortir les vêtements. Il faut savoir que Gaïa, ça a été très compliqué, parce que peu importe la perruque qu'on prenait pour lui poser sur la tête, à chaque fois, elle était belle. Voilà, peu importe, on a essayé rousse, on a essayé blonde, on a essayé les cheveux courts, les cheveux longs, il y a tout qui lui allait. Donc au bout d'un moment, c'était un petit peu énervant. Mais voilà, alors après, on s'est vengé sur le maquillage, mais ça a été compliqué de la rendre dégueulasse. Donc voilà, c'est comme ça, elle est belle, hein. Alors j'ai participé cette fois-ci quand on a tourné dans les alentours de Carcassonne, mais je suis pas la seule. Et je dirais que parmi les beaux dégueux en fait de cette session, on a quand même Fred et Arnaud qui sont des mochetés plutôt bien réussies en fait dans leur domaine. Surtout Fred. Je trouve que heureusement qu'il est né homme. Ouais. 36-15 pipa, je ne veux. Et puis on a aussi Mézariel qui fait le troll, donc qui là fait une espèce de personnage pochetron bourré, qui est juste génial et qui rivalise presque de dégueulassitude avec notre champion toute catégorie confondue, Istos, avec son fameux dégueu blond en fait, qui cette fois-ci avait un atout. Il avait des dents dégueulasses avec une espèce de patte, etc. Donc il est toujours avec ses dents comme ça. Là, il est vraiment mais immonde. Il se bat avec des fleurs qu'on avait trouvées dans un gîte. En fait, c'était un élément de décoration de notre gîte et on les avait empruntées pour la journée. On a dit ça, ce seront tes armes de dégueu. Donc comme quoi, il y a quand même une part d'improvisation et de délire qu'on pourrait pas forcément avoir sur une prod professionnelle. Donc c'est ça qui est bien, c'est on tend de plus en plus à faire quelque chose de pro, mais on garde quand même cette liberté de faire des petits délires comme ça à droite à gauche avec des idées inventées sur le moment ou des private jokes, peu importe. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, les dégueux, je pense que d'ici la fin de Noob j'y passerai quand même, il faudrait peut-être que je joue le jeu, mais en tout cas tous ceux qui sont venus qui ont fait un dégueu, alors là il y a Gaïa qui vient de dire pas besoin, coupé. Bah écoute, c'était très bien. Le seul truc que je suis déçu, c'est qu'il y a eu beaucoup plus dégueulasse que nous avec le personnage dégueu d'Omegazelle qui a battu des records d'infamie et d'ignominie. Bah, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en arrive à faire la source de l'ignominie, bon bah, toi t'es là, t'as été dégueulasse, le mec il l'est, mais tellement plus que toi. Je sais plus, je pense qu'on va essayer pour plus tard d'être plus dégueulasse. On donnera toute notre personne. Merci. Pas un mot de plus.
Alors, celle, le premier tournage pour toi? Ben ouais, alors écoute, mon premier soulagement a été de voir que je rentre encore dans mon costume, malgré les 45 kilos que nous ont offert les Suisses. La deuxième chose, c'est j'espère que Gaïa est en forme parce que il y a un beau combat à faire là. Ça va t'époter. C'est la revanche. Yeah. Je serai impitoyable. On a déjà vu le truc. Alors pour le combat Gaïa versus Omegazelle, on a tout tourné en Normandie. Ça s'est écoulé en fait sur 4 jours de tournage consacrés exclusivement à cette baston. Et je dois dire que j'en suis assez fière, puisque quand même on a tout donné avec Julien. On s'est vraiment amusé à chorégraphier sur place. Hein. Tout a été un petit peu improvisé en fonction des lieux qui étaient à disposition et de l'espace qu'on avait. Et donc on a une première scène qu'on a tournée à Jumièges, dont on est retourné là où on avait tourné la fameuse scène des 3 factions qui se réunissent dans le film 1. Et donc là on a eu la chance de pouvoir y retourner, et donc cette fois-ci pour la scène de combat. Ça a été intensif, mais vraiment j'y ai pris beaucoup de plaisir. Anne-Laure, pour le coup, elle avait déjà fait un combat, donc là, elle était encore mieux rodée. Franchement, c'était génial. Il y a des moments où, je sais pas, quand j'ai balancé mes attaques, vraiment, je m'y croyais trop. C'était génial. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui allait partir et tout. Et puis, il y a Fabien qui m'a fait la faveur ultime en me cédant le temps d'un épisode, sa furie légendaire. Donc, franchement, ça restera peut-être sur la trilogie. Après, les tournages sont pas finis, donc je mets un petit bémol. Ça restera le moment où, enfin, ça restera mon meilleur moment. De toute façon, voilà, il y a pas à péter. Les combats dans Noob, ça reste vraiment les meilleurs moments. Donc voilà, celui-là, ça m'arrive pas souvent. D'ailleurs, Fabien pourrait vous le dire. Moi, après un tournage, j'ai toujours un sentiment un peu mitigé. Après, à chaque fois, Fabien me dit ouais, t'inquiète, je vais gérer à la post-prod. Et je me dis ouais, putain, il y a du boulot. Autant là sur ce combat, bon, il y a du boulot à la post-prod parce que bon, il a été super ambitieux. Mais là, je me suis dit ouais. Là, quand le tournage est terminé, je me suis dit, c'est bon, là on a fait un truc sympa. Alors, Gaïa, c'est la revanche aujourd'hui? C'est pas la revanche. La revanche pour Omegazelle peut-être, mais pour moi, c'est encore une nouvelle occasion de défoncer Omegazelle. Car j'ai déjà prouvé ce que je valais. Je lui offre quand même une deuxième chance. Et donc forcément la revanche de Gaïa Omegazelle était très très attendue parce que toute une part de la communauté, parce qu'il faut savoir que nous avons 75% de la communauté qui sont des hommes et forcément on a que 25% de la communauté qui sont des femmes. Donc du coup Gaïa elle part pas forcément très avantagée. Et donc quand elle a battu Omegazelle, le truc c'est que une grande part de la communauté a dit il faut absolument qu'il y ait une revanche, c'est pas possible, c'est vraiment injuste, etc. Et cette revanche, évidemment qu'elle allait avoir lieu avant la fin parce que voilà, il fallait quand même qu'il y ait Omegazelle et sa chance. Et là, il l'a eu dans la trilogie. Et on en est plutôt content. Certes, ça reste un combat de film amateur, mais le truc, c'est que on a vraiment essayé des effets spéciaux qu'on ne pouvait, j'étais pas sûr de savoir faire, c'est-à-dire tu passes à travers les colonnes, là tu vas faire un effet spécial où tu t'envoles et puis d'un seul coup t'as des ailes qui sortent. Alors moi j'avais mis des ailes d'ange au début parce que je trouvais pas d'ailes de démon, et alors elle a dit non, j'ai un costume de démon, de dragon, tu vas pas me mettre des ailes d'ange. Et je fais oui mais j'en trouve pas. Du coup elle a cherché pendant 1 heure ou 2 sur Google et elle a trouvé des belles ailes de démon. Du coup j'ai changé mon effet spécial et c'est grâce à ça que vous avez des belles ailes qui vont bien en plus avec le costume de Gaïa, parce que c'est vrai que c'était, quand on y pense, c'est débile, en plus Gaïa en ange quoi, impossible. Et donc voilà, ils partent dans le ciel, ils se fracassent, l'autre il retombe par terre, ils font péter les trucs, etc. Bon, on s'est fait plaisir, même si parfois ça peut ressembler kitsch, parce qu'évidemment, je sais pas moi qui fais la post-prod des films de Warcraft et tout ça, hein, j'ai le niveau que j'ai, mais je me suis bien fait plaisir et j'espère que ça vous plaira aussi. Et d'ailleurs, les musiques, une fois encore, dans ce film 2, sont vraiment au top, parce que ça apporte une vraie dimension dramatique, j'en ai pour toutes les ambiances. Donc je suis vraiment content d'avoir pu compter encore une fois sur des musiques super. Un grand bravo aux compositeurs qui ont fait un travail vraiment génial. Le thème de nous, parce que en fait cette trilogie a un thème en fait. À chaque fois vous avez quelques notes qui reviennent, qui est le thème d'Arthéon à la base, on l'a appelé comme ça, Arthéon de Phargos, et qui a été décliné de plusieurs manières. Donc vous avez le thème qui revient de temps en temps, et je pense qu'à la fin de la trilogie il sera imprimé. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir monter tout ça.
Et il y a même certaines séquences que j'ai montées en ayant la musique avant et que j'ai mis sur ma timeline et j'ai monté en fait pour que ça corresponde à la musique. Donc je me suis vraiment fait plaisir, notamment pendant ce combat-là. Donc voilà, encore une fois chapeau au compositeur parce que il y a quand même beaucoup d'ambiances différentes dans Noob. Il y a de l'humour, il y a du tragique, du comique, il y a de l'épique. Et puis vous avez de temps en temps un personnage qui va essayer de jouer la corde émotion comme Sparadrap quand il parle, donc il faut un thème un peu tristoun. Et puis vous avez ensuite on passe d'une ambiance à l'autre et sans ces musiques là ça se tomberait parfois à plat. Et donc voilà, il faut saluer le travail des compositeurs de Noob parce que avoir des musiques faites pour Noob et qui correspondent vraiment à l'ambiance et avoir 9 OST quand même, c'est vraiment balèze. Moi je peux quand même 9 OST, ça fait quoi? Ça fait 12 heures de contenu quasiment. Donc avoir 12 heures de musiques différentes qui est le panel de base pour pouvoir travailler, c'est quand même assez génial. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez amis compositeurs et vivement la suite dans le film 3. Et je pense qu'il y aura un 10e OST parce que j'ai presque de quoi faire un 10e OST. Donc voilà, je pense que 8 saisons 10 OST c'est pas mal. Alors c'est vrai que Fabien est le seul maître à bord pour ce qui est de la réalisation. Il y a juste quelques plans que j'ai peut-être pu suggérer et notamment un sur lequel j'ai vraiment insisté, c'est le tout premier plan du film 2 où on voit Gaïa dans son coffre de guilde. Je voulais absolument faire une référence à la Picsou. Si j'avais pu faire carrément une piscine en fait où on l'aurait vu faire le crawl dans la piscine de crédit, ça aurait été le rêve ultime. Alors il faut savoir que moi je m'étais dit oh là là super compliqué à faire, super chaud. En fait on va dire que Gaïa elle sort de son coffre et voilà. Et alors elle disait non, moi je veux vraiment qu'on voit les pièces. Je fais non mais c'est super dur à faire, comment je vais faire? Donc du coup Anne-Laure a insisté et finalement c'était pas si dur à faire en fait. On a allongé Gaïa sur fond vert que vous allez le voir pendant que je parle. Et puis on a mis des pièces partout autour. Il faut savoir qu'au début de la trilogie, j'avais acheté 5000 pièces One Piece à un magasin de jouets qui a un petit peu halluciné en voyant le panier sur internet. Ils m'ont envoyé un message en disant vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, il y a bien 5000 pièces. On a dit ouais, ça coûtait 250 €, donc c'était pas super cher et ça faisait une très bonne base de boulot. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'on a mis Gaïa avec des pièces pour le côté vraiment immersif parce que je pouvais pas découper des pièces et les coller sur elle si jamais elle n'existait pas, donc on avait vraiment des vraies pièces. Et puis ensuite ce que j'ai fait c'est qu'une fois que Gaïa avait fini ses plans, j'ai pris en photo des pièces pour faire de la texture et puis j'ai remplacé évidemment le vert par la texture de pièces. Donc du coup vous avez un mélange de photos et de vidéos qui rend plutôt bien avec des espèces d'effets de caméra parce que on a fait des plans où Gaïa était entière. C'est pour ça que c'était assez périlleux parce qu'il y avait tous des systèmes de trépied au-dessus d'elle. Elle avait des caméras mais qui pèsent bien 20 kg au-dessus d'elle, donc ça tombait voilà, bonjour les dégâts. Et elle a eu sa scène dans les pièces et j'en suis assez content. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Et en fait Gaïa intervient plutôt souvent au final parce qu'elle regarde les séquences, elle me dit ce qui ne va pas parce que moi au bout d'un moment je vois plus rien vu que je suis le nez dedans, je suis là, je fais mes effets etc. Puis elle me dit ah mais là c'est bizarre ça, oulala là on a les lèvres super rouges là, qu'est-ce que t'as fait? Je suis ah oui effectivement j'ai pas découpé les visages et du coup comme j'ai rehaussé les rouges, les lèvres aussi sont super rouges. Et puis par exemple le combat Gaïa Omegazelle, à un moment donné Omegazelle tape sur Gaïa contre la colonne et puis le plan d'après il tape tellement fort qu'elle passe à travers la colonne et puis elle disait ah mais c'est dommage, on peut pas faire la colonne qui se fissure et tout. Et donc du coup je fais ouais c'est clair, c'est facile à faire et c'est une bonne idée. Donc on a pris des fissures sur internet, je les ai dupliquées, mélangées etc. Et puis je les ai rajoutées à chaque coup, je la faisais progresser un petit peu et du coup effectivement ça apportait un effet spécial qui compte quelque part parce que ça apporte un peu le côté immersif, même si ça reste du carton-pâte parce que c'est pas Hollywood. Moi j'aime bien, ça donnait vraiment le côté bourrin du combat quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'intervention là qu'on peut avoir, c'est ça aussi d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à son boulot et qui est tout le temps là. Donc j'en suis assez content. Bonjour, jeune étranger. Mais dites-moi, jeune ami, enfin jeune. Ils ont pris un coup de vieux les Schtroumpfs. Putain la vache, ouais. Putain, non mais c'est Gargamel qui a fusionné avec. Qu'est-ce qu'il a fait au Schtroumpf? Le fils de Gargamel et de la Schtroumpfette. C'est ignoble. Il faut savoir que Marjorie Chantre, notre maquilleuse, ne fait pas que des noobs dégueux. Elle est capable de faire des choses un peu plus élaborées, même si je ne pense pas qu'il puisse exister quelque chose de plus élaboré que ce chef-d'œuvre que constitue le Histos dégueu que vous voyez depuis le film 1, avec sa perruque blonde et tout ça. Mais bon, il y a les
trolls. Alors les trolls en fait ne sont pas vraiment des trolls, on les appelait comme ça pour nous, mais en fait ce sont des grocs, ce sont des créatures que j'ai créées. Et donc les grocs, il y en a deux. Il y a le groc de pierre qui vit donc à Terra Vinea, donc dans les mines d'année, que vous avez pu voir, qui a un teint plutôt pâle, qui a des cailloux posés, enfin ouais, c'est ça, il a dessiné des pierres et puis elle a collé des petits cailloux partout sur lui. Et donc il a fallu c'est Marjorie surtout qui s'en est occupée. Moi j'ai été là juste pour l'aider pour les finitions, mais voilà, il lui a fallu pour elle toute la matinée de préparation pour pouvoir maquiller et faire toutes les prothèses, pour poser les prothèses, pour pouvoir maquiller les prothèses, et à la fin pour pouvoir aussi disposer les fameux petits cailloux sur le haut du crâne. On devait faire coller ça avec de la colle, mais au final on en mettait partout, on avait des petits granulés, je crois qu'on en a retrouvé partout dans tout l'appartement. Je pense que les propriétaires, quand on a fait les tâtés de sortie, ils ont dû nous maudire parce qu'on n'a pas réussi à tout enlever, il y en avait vraiment partout quoi. Alors ce qui est très amusant en fait lorsque Marjorie maquille, c'est qu'elle a besoin de s'isoler. Alors moi j'adore l'embêter à ce moment-là puisqu'elle est là avec le casque sur les oreilles, elle est là avec son petit aérographe, ses machins et tout, et moi j'adore l'imiter, je passe derrière, je lui pique sa veste, ses lunettes, et je suis derrière en train de faire mi comme elle fait à chaque fois là. Donc ça c'est le grand jeu à chaque fois. Et voilà, parmi les maquillages qu'elle a pu faire, il y a le fameux troll bleu qui est magnifique, encore une fois, qui est joué par Eric. Alors c'est marrant parce qu'au début il osait pas trop articuler beaucoup pour éviter que tout simplement les prothèses se décollent, et puis finalement on lui a dit ouais mais c'est dommage parce que pour le coup on n'a pas l'impression du tout que tu as la possibilité justement de parler, et que c'est pas un masque juste posé, et qu'il y a vraiment un vrai maquillage FX avec différentes prothèses qui te permet d'avoir une liberté d'expression. Donc après au fur et à mesure, c'est pour ça on voit que au fur et à mesure de la scène, Eric pousse un peu plus sur la voix et sur les expressions, et pour le coup ça rend vachement mieux je trouve. Voilà, on a vraiment l'impression que le personnage c'est vraiment sa peau, c'est vraiment ses expressions, et ça rend super bien. Et donc je suis assez content parce que quand Eric parle vraiment on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'adresse aux gens quoi. C'est pas juste le personnage avec un maquillage fixe ou dans une vidéo amateur, etc. Là il y a un côté immersif, ça sert l'histoire. Et donc en ça bravo à Marjorie qui a vraiment fait un super boulot, et qui a aussi fait les maquillages des personnages contaminés, qui a fait le sang pour les blessures, notamment pendant le combat Gaïa Omega-Zell. Elle a mis du fond de teint à chaque fois aussi, c'est une habitude qu'on a commencé à prendre, et du coup les personnages brillent beaucoup moins, donc ça fait moins de post-prod à faire avec le plugin Cosmo pour ceux qui connaissent, qui permet voilà d'harmoniser un peu la peau. Il y a Mojo aussi qui fait ça, mais voilà. Du coup là j'avais vraiment un rendu qui demandait moins de travail pour cacher les zones de brillance sur les fronts et tout ça, grâce au travail de Marjorie. Donc voilà, bravo à Marjorie, un grand merci à toi. Alors dans ce film 2, on a des nouvelles recrues, comme quoi on peut encore en avoir même à une saison 7 de Noob et à une saison de la fin. En fait on a eu c'est pas vraiment une recrue, mais on a eu Rafale, parce que Rafale on l'a déjà vu dans le film 1, mais ça n'était que dans le monde réel, mais on n'avait pas encore son personnage dans le monde in-game. Et donc du coup Rafale peut être considéré comme une recrue, parce que maintenant ça y est, il fait vraiment partie de l'équipe, et vous le verrez dans d'autres productions, dans Warp Zone, etc. Et donc je suis vraiment content parce que son intervention, déjà son personnage a une personnalité qui s'affirme très vite, avec son accent, il a le sang chaud, il bouge, il est comme ça, il fait des mouvements et tout, il joue très bien parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui a fait des études pour devenir acteur, et qui du coup nous conseille, qui du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il parle, il prend plus le temps, il prend plus l'espace, c'est-à-dire que même s'il a un personnage qui est très rapide, qui parle machin, qui est très vite, etc., de temps en temps il fait des pauses, et puis du coup ça permet de pas être noyé sous un flot de paroles
incessant, il arrive quand même à occuper l'espace et je pense qu'il saura tout à fait le faire dans d'autres registres et qui va nous apprendre beaucoup de choses. Donc ça nous permet aussi d'évoluer dans le bon sens. Alors, tout d'abord, Nadir Rafal, c'est un personnage que j'aime beaucoup interpréter et qui a eu une évolution que je trouve assez surprenante au final. Et oui, il a une évolution auquel je m'attendais pas forcément, parce que dans le film 1, on découvre une facette de lui qui est très orgueilleuse, avec une grosse envie de gagner, une défaite mauvaise. Mais on n'en voit pas beaucoup, et dans le film 2 on le découvre narcissique, très égocentrique, parle de lui parfois à la troisième personne. Donc et pour autant, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est pas un personnage méchant, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de bol et qui pourtant se bat pour essayer d'avoir son petit morceau de pain, d'avoir son morceau de gloire, et qui je sais pas s'il y arrivera, mais parti comme ça, il y arrivera pas. Mais voilà, et puis j'aime beaucoup le fait que dans le film 2 aussi, on le retrouve pas là où on l'aurait attendu. C'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, et moi le premier, s'attendaient à le revoir dans un match de Fluxball ou quelque chose de sportif, vu que c'est ce qui le caractérise en premier. Et au final, on le retrouve dans un donjon avec Sparadra, quoi, en plus avec son rival. Donc, et il accepte, donc il fait beaucoup de concessions pour arriver à faire sa vengeance, ce qui est aussi une chose que j'apprécie chez lui. Et la deuxième personne, c'est Cédric Baravaglio qui interprète Abraham le Pape. Alors voilà, pour lui c'est déjà un petit peu plus acquis, parce que dans la vraie vie, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup d'humour, avec qui franchement j'apprécie de passer des bons moments. Donc pour moi, c'était acquis qu'il allait nous camper un super personnage dans la série. Et puis attendez, je sais pas, dans toutes les fictions, le père d'eux, ça a quand même une fonction un petit peu particulière. Généralement, c'est un mec qui a la classe, on en attend monts et merveilles de ce genre de perso. Eh ben, à sa façon, je trouve qu'il fait bien le taf, puisque voilà, il arrive avec un avatar niveau 100, il a beaucoup de prestance, il a une belle voix, il a un bon coffre. Donc ouais, franchement, c'est vraiment le perso tout désigné. Bon, le seul truc qui est marrant quand même, c'est que malgré un physique d'homme des cavernes, il a, je crois qu'il est même plus jeune que moi, je crois qu'il doit avoir 4 ans de moins que Fred, qui est son fils dans la série. Donc ça, franchement, c'est marrant. Donc ouais, vraiment, les gars, vous avez vraiment géré. Alors ma première expérience, donc c'est ça s'est passé, enfin, on va dire comment ça s'est déclenché. On était à la Japan Expo, je faisais un peu le zouave sur le stand, j'ai imité Sparadra. Fabien s'est tourné, il a fait voilà, j'ai trouvé, tu seras le père de Sparadra et Istos. Ok. Et du coup, donc s'en sont suivis deux tournages en fait. Avec l'équipe, c'était ma première, hein, donc et j'ai incarné donc le père des deux héros de la série, et j'ai pu découvrir aussi donc les tournages, comment ça se passait au sein de nous, parce que c'est vrai que je suis arrivé dans une équipe qui avait mine de rien l'habitude de tourner ensemble, qui est un petit peu une grande bande de copains, avec avec quand même des directives. C'est rigolo de voir tout le convoi se déplacer pour aller au lieu de tournage, revenir. Donc c'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça de l'intérieur, et puis que donc je suis arrivé sans connaître mon texte, pour être raccord avec tout le monde, hein. Et puis ça s'est bien passé, c'était super agréable. C'est pas du tout stressant ou quoi, peut-être plus pour Fabien. Mais voilà, sinon c'était, j'espère à renouveler. Quoi, chanter? Je chante pas sur le commande. Un beau jour, Peut-être une nuit, près d'un arbre, que je dormir dessous. qui sait plus? On n'a pas trouvé parole. Le réalisateur. L'Eurovision vous attend. De temps en temps, il y a des personnes qui sont pas habituées, qui disent les acteurs savent pas jouer. Alors nous, on répond oui, effectivement, on n'est pas professionnel. On peut pas prétendre à l'Oscar, au César ou quoi que ce soit. Donc on prend cette critique, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je trouve ça un peu injuste, parce que mes acteurs sont capables de jouer de manière tout à fait normale quand on leur donne un rôle, entre guillemets, normal. C'est moi, je me sens un peu coupable, c'est pour ça, c'est que je leur demande de surjouer, parce que nous, je vois ça en fait comme un dessin animé avec des vrais acteurs, une sorte de dessin animé en live. Donc du coup, je demande à mes acteurs de surjouer, un petit peu comme les comédiens de doublage qui doublent des dessins animés. Je dis ça parce qu'on connaît, on en connaît plusieurs, hein. On connaît Brigitte Lecordier, on connaît Éric Legrand, qui font les voix de Sangohan, qui font les voix de Vegeta
classe, etc. Et c'est vrai que quand on parle avec eux, quand ils jouent, voilà, on n'a pas l'impression d'être devant un personnage de dessin animé, mais quand ils doublent des personnages de dessin animé, effectivement, ils en font des caisses et tout ça. Et moi, c'est ça que je veux dans Noob, c'est que je veux un monde haut en couleur, je veux des personnages qui surjouent, certains qui parlent très vite, d'autres qui sont là, qui vont poser, etc. D'autres qui vont... alors, on en fait peut-être un peu trop de temps en temps, mais... Voilà, vraiment, c'est un parti pris. Il faut pas tout le temps dire les acteurs jouent mal. Non, les acteurs jouent pas tous mal. Certes, évidemment, on est tellement nombreux, on n'a pas tous des facilités avec ça. Mais je suis désolé, moi, je considère que les acteurs principaux de Noob aujourd'hui maîtrisent leur personnage et qui jouent exactement comme moi je voudrais qu'ils jouent en fait. Et vous verrez dans d'autres productions, je pense qu'ils jouent plutôt bien. Sauf que là, ils joueront pas tout le temps. Là, dans Noob, voilà, c'est un parti pris artistique. Donc voilà, je mets ce petit bémol parce que non, je n'accepte plus l'étiquette les noobs jouent mal. Non, les noobs jouent bizarrement, oui. Les noobs ne jouent pas tous bien, oui. Mais il y a certains acteurs qui jouent très bien et qui font exactement ce que je demande. Et qui, vous verrez, parce qu'on commence de plus en plus à tourner avec d'autres productions, d'autres web-séries. Et moi-même, je vais commencer d'autres créations. Vous verrez qu'il y a d'autres productions, vous direz « Ah là là !» sur cette production là ils jouent bien, et il y en a certains qui vont dire ah ils se sont améliorés. Non, ils sont pas améliorés, ils jouent différemment et vous êtes plus réceptif à ce type de jeu là. Donc voilà, je nuançais parce que c'était important et je profite de ce making of pour le faire. Ce serait gentil de la faire rapidement celle-ci. Ils l'ont pas compris. Ouais. C'est bon, ils l'ont pas vu. Alors, tu es prêt? Attends, on doit savoir s'il a la dire. Est-ce que tu veux que je commence à parler? Non, il a pas, parce que c'est... Non mais nous on est dans l'expectative. Ah oui. Hein? Moi j'étais comme ça à l'écouter, il faut que je fasse juste là. Allez. Et action. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'ils cherchent à Elle est bonne, on en a. On verra en post-prod. On mettra un acteur qui sait parler. C'est l'enfoiré. Est-ce que toi es prêt? Oui. Alors Johanna, ton retour dans Noob? J'ai froid. Pourtant il y a du soleil, hein. Tu fais vraiment preuve de mauvaise volonté. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Istos? Tu sais dans quelle caisse il a mis mon costume, Pat? Oui, je le sais. Alors il y a un petit jeu qui a été inauguré en fait à Carcassonne, surtout en fait avec Sparadrap et donc Rafale. C'était de faire un pari sur l'horaire de fin de tournage. En gros, on devait dire de toute façon, t'auras pas fini avant 18h. Moi je disais ah ouais, pari tenu. Et bon, c'est facile parce que du coup, comme je suis réalisateur, je peux modifier un petit peu le rythme de tournage pour toujours tomber juste. Donc finalement, c'était un peu les dés étaient pipés, mais faut pas leur dire. Hein. Donc le premier gage, c'était rigolo, c'était les perdants devaient me passer leur page Facebook et je devais écrire ce que je voulais avec le compte des perdants. Donc Sparadrap, j'ai écrit un hymne à ma gloire, écrit par Sparadrap. Et pour Arnaud, parce que comme il est acteur professionnel, qu'il a fait le conservatoire, du coup... un mec qui fait des études, on l'attend pas dans Noob, forcément, c'est une bande de copains, il y en a pas un qui est pro et tout ça. Et donc j'ai marqué un truc du style, voilà, après toutes ces années de travail, je suis enfin récompensé, je peux enfin tourner dans la grande production de Noob et tout ça, donc tout le monde sait qu'au final, voilà, c'est une bande de potes et que ce n'est pas un truc hollywoodien. Et les gens l'ont pris premier degré en disant mais c'est super, tu mérites vraiment ce qui t'arrive, c'est génial et tout. Alors c'est marrant voilà que quelqu'un professionnel qui dise qu'en fait il a travaillé toute sa vie pour finir dans Noob et que les gens disent ah là là tu sais ce que tu méritais, ça avait quelque chose d'assez comique. Donc voilà, c'était une petite anecdote comme ça, mais bon après et oui il faut préciser aussi que la photo qu'on a mis à ce moment là c'est lui affalé sur un capot travesti en dégueu hein, vraiment donc il était là voilà enfin je tourne dans Noob et en plus je me fais humilier, je suis sur un capot en tenue médiévale, ça veut rien dire, habillé en fille et je suis heureux d'être là et les gens étaient contents pour lui, c'est ça la magie des réseaux sociaux. Alors parmi les anecdotes rigolotes de ce tournage à Quéribus, quand on a tourné l'après-midi en haut du château, il y a la montée des acteurs jusqu'au château, puisque il y avait la mairie qui nous avait mis à disposition des quads. Et donc le jour J, on fait un petit premier tournage et en attendant que le monsieur arrive.
Et quand il arrive, on commence à se mettre en place. Et là, du coup, c'est vrai que c'était assez fun puisque voilà, c'était tout le monde sur le quad, un par un, avec le matériel, un sac sur les genoux, un sac derrière, dans le coffre, tout ça. Et sur le terrain très très étroit avec la falaise sur le bord, tout ça. Donc on a bien rigolé ce jour-là. Il y a pratiquement tout le monde qui a accédé comme ça. Je me rappelle notamment Ivy qui a été la première à monter. On avait les photos, elle n'était pas rassurée. Mais au final, on s'est bien éclaté. Et c'est vrai que c'était un tournage assez original avec le quad et le monsieur qui était justement à fond noir avec les costumes, tout ça. Donc on en garde un bon souvenir. Alors là on va chercher de l'eau parce qu'on est en plein tournage, comme vous pouvez le voir il fait très très beau et il fait un peu chaud, 32 degrés actuellement. Du coup vu qu'on tourne en plein soleil, tout le monde va commencer à avoir un peu soif et il n'y a pas de point d'eau là où on est, donc on est obligé de descendre jusqu'à une source d'eau potable dans le village du dessous. Sauf que c'est un peu tout terrain comme vous pouvez le voir devant, il y a beaucoup de cailloux, la route est à moitié défoncée, donc c'est assez fun. Alors ce qui était amusant aussi pour cette première journée de tournage dans les alentours de Carcassonne, c'est lorsqu'on a tourné donc au monastère. Il se trouve que la partie où on a tourné, c'était une partie dédiée au public et aux visites. Une autre partie, en fait, était consacrée exclusivement à des moines. Et on avait pour mot d'ordre de ne surtout pas perturber leur tranquillité, puisque c'est des gens qui ne souhaitent pas être en contact avec la civilisation. Et voilà, il se trouve que nous, on n'a rien trouvé de mieux que de tester le drone ce jour-là. Alors écoute, figure-toi que ce lieu, il y a une étrange malédiction qui sévit. Nous sommes tous frappés de cécité et de douleurs aiguës sur l'œil gauche. À part le mien. The Grudge. Donc voilà, alors c'est arrivé à moi, c'est arrivé à Lucas, c'est arrivé à Fabien. Ça va probablement arriver à Anne-Laure parce que c'est elle qui a les pires yeux de nous. Moi j'ai une protection. J'ai des lentilles de contact. Et je pense que ça protège. Alors, il faut savoir que depuis toujours, nous avons ce qu'on appelle les faux départs. Les premiers tournages sont toujours ratés. En Normandie, on avait eu la marée haute qui fait qu'on est arrivé sur le lieu de tournage avec de l'eau partout, donc il n'y avait plus de plage et c'était dommage pour une scène de plage. Donc du coup, ça avait été l'an dernier. Cette année, on en a eu une autre. Ça a été l'oubli donc de la jupe, l'élément de costume de Gaïa en bas, la jupe en suédine, créée par Carmen et Saïka Création. Alors oui, il se trouve que pour cette session de tournage à Carcassonne, j'ai peut-être fait une petite micro-boulette. En fait, il faut savoir que maintenant qu'on s'est un peu structuré, les costumes sont gérés par la boîte. Et donc, on a des boîtes qui sont au nom des acteurs. Et donc, en principe, on n'est pas censé avoir d'oubli ou d'objets manquants. Le fait est que pour mon costume, la partie tissu, j'ai voulu la gérer moi toute seule, puisque c'est une jupe qui est en fait en soie, et donc pour éviter que Carmen, qui est la couturière, me trucide, et pour éviter qu'elle soit chiffonnée en fait dans la petite caisse, j'avais pris la décision de la garder chez moi. Voilà, j'ai gardé chez moi. Voilà. Et donc, pour essayer de pallier au problème, Fabien a fait finalement un aller-retour, en l'espace de, en 2 jours, quoi. Tout ça pour aller récupérer ma pauvre petite jupe que j'avais oubliée dans mon armoire. Voilà. Donc du coup, j'ai hérité par le fait de la réalisation de la scène qui finalement n'a pas forcément été gardée, mais c'est vrai que pour le coup c'était assez particulier parce qu'on était devant le fait accompli. On avait Fabien qui nous a vite briefé 10 minutes pour dire alors faut faire ça, vous avez le script, moi faut que j'y aille parce que j'ai 2 fois 4 heures pour aller le chercher, rentrer, donc j'en ai pour la journée. Et du coup on s'est retrouvé avec Tenshirok et Anne-Laure à essayer de réaliser la scène, et j'avoue que c'était pas évident, surtout que les acteurs étaient un peu dissipés aussi ce jour-là. Donc ils ont eu le script, j'ai fait le tour avec Tenshirok et Istos pour vous dire regarde, moi je voyais plutôt cette scène là, comme ça, moi j'aurais fait ça, sauf que eux ils pouvaient pas filmer le bas du costume de Gaïa, donc c'était quand même un sacré handicap, surtout pour une première tentative sans réalisateur. Et donc ils ont fait ça, alors ça n'a pas été montable, non pas qu'ils ont fait un mauvais travail, c'est juste que chaque plan était bon,
mais en fait ils ne s'imbriquaient pas ensemble en fait, c'était bourré de faux raccords. Donc c'est vrai que voilà, il y a cadré et il y a réalisé, ce sont deux choses différentes et ça a été une première expérience et je pense que ça vaut toute la théorie du monde parce que faire ses premières erreurs en conditions réelles, bah, c'est plutôt sympa parce que la prochaine fois ils sauront exactement quoi faire pour corriger tout ça. Donc ça fait progresser l'équipe, donc quelque part c'est quelque chose d'assez positif. Donc c'est vrai que pour cette trilogie on a pu avoir pas mal de nouveaux matos. Donc on a d'abord fait l'acquisition du drone qui c'est vrai nous a apporté une très très bonne plus-value sur les plans puisque ça permet d'avoir des vues aériennes qu'on a commencé à utiliser dès le film 1. Ça n'était pas prévu à la base mais on a profité de quelques plans du film 2 qu'on avait tourné en avance pour les utiliser pour le film 1. Mais c'est surtout à partir du film 2 où on voit pas mal le potentiel du drone. Je pense notamment à la scène par exemple au fort de l'Écluse qui a je trouve un très très bel effet avec le drone où on voit justement on survole le château tout ça avec tout le campement et tous les figurants. Je trouve que ça en est vraiment super bien. D'ailleurs, petite anecdote pour le drone qui était marrante, quand Fabien se préparait pour ce tournage-là pour le drone, il faisait des petits tests et les acteurs étaient en train de se préparer. Et au moment où il passe au-dessus du camion, juste derrière le camion, il commence à passer en filmant et là, il voit John Lang en train de se changer, qui voyant le drone en train de filmer se cache et tout, donc c'était assez marrant. Donc c'est vrai que ça, ouais, le drone c'est vraiment pas mal du tout. On a eu quelques petits soucis techniques dernièrement, ce qui fait qu'on n'a pas forcément pu l'utiliser à fond et c'est aussi un peu compliqué avec les autorisations des fois au vu des événements qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un très très bel outil. Il y a certains tournages où j'avais vraiment l'impression d'être un réalisateur entre guillemets d'un vrai film, dans le sens où j'avais plein de figurants, quand je filmais, j'avais vraiment un décor. Ça m'avait fait déjà cette impression quand on était allé au marché couvert en fait dans le film 1 qui fait un peu chemin de traverse. On disait top figurants, les figurants qui marchaient tout seuls, les acteurs qui arrivaient. Ça faisait vraiment film de cinéma. Hein. Il y avait à un autre niveau, mais voilà, ça ressemblait un petit peu. Et je l'ai eu plein d'autres fois sur le film 2, même beaucoup plus souvent que pour le film 1, parce que voilà, il y avait vraiment des figurants, ils étaient tous super bien, ils avaient des super costumes, ils savaient quoi faire. Donc c'est vrai que ça, j'ai vraiment apprécié avoir cette plus-value là. Et en plus de ça, j'ai l'équipe qui prend du level en fait, parce que par exemple, quand je me bats contre mes gazelles, je peux pas filmer, donc forcément, il faut bien que je demande à quelqu'un de faire les plans. Et donc là, c'est là que Gaïa intervient et Istos, donc Anne-Laure et Mathieu. Donc Anne-Laure fait plutôt les plans fixes donc sur trépied, ce que je fais moi-même d'habitude. Et Mathieu, en fait, est devenu un pro du Steadicam. Enfin, pro du Steadicam, c'était les premières fois, mais en tout cas, très très bien. Il arrivait vraiment à faire ses petits plans qui tournaient, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est un outil assez complet et complexe aussi, puisque on a appris avec Fabien à l'utiliser devant un DVD en vidéo pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. On n'a pas eu la formation pour ça, quoi. Donc on a fait des petits tests entre nous, on a essayé de régler pendant un petit moment, ça nous a mis un moment. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne l'ait pas utilisé non plus pour le film 1. On a commencé à l'utiliser à partir de la moitié du film 2 environ. Mais c'est vrai que ça apporte aussi pas mal de plus-value et des très très beaux plans en mouvement, tout ça, donc ça c'était assez sympa. Faut dire quand même que ça pèse son poids, il faut bien l'attacher, tout ça, et en plus ça devient assez compliqué aussi quand tu veux faire plus d'un quart d'heure, 20 minutes avec le Steady. Au bout d'un moment tu sens que ça pèse, ça devient compliqué, donc faut s'asseoir ou faut le poser et faire une petite pause. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois il faut calculer et se dire bon, tu vas avoir besoin de moi à tel moment, ok, je me prépare, je fais un petit test, une petite simulation, je regarde un peu le combat et après j'interviens, quoi. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment pas mal de dynamisme au plan. Et après, oui, bon, encore une anecdote, ça c'était quand on était en tournage du film 3. Fabien m'avait dit de mettre toute l'armature du Steadicam. Je me suis trimballé toute la journée pour au final ne pas l'utiliser. Merci Fabien. Mais ouais, sinon c'est vrai que c'est vraiment sympa et je pense que c'est deux outils qui ont apporté pas mal de choses à cette trilogie. Alors parmi les petits bonus qu'on a fait cette année, il y a l'Epic Rap Battle Gaïa versus Omegazel que j'ai fait pour le blog de Gaïa. Alors comme on avait déjà écrit le script et que j'avais déjà la musique de Benjamin Oziel, en fait pour le clip on n'avait qu'à sortir la petite enceinte Bose, la poser et puis tourner les scènes. Et en général ce qu'on faisait c'est qu'à la fin de chaque tournage qui était prévu,
avec l'énergie qui nous restait, eh ben, on faisait quelques plans, ce qui permet en fait d'avoir un clip avec des ambiances très variées et voilà, de passer comme ça, on va dire, d'un personnage à un autre qui se répond, une ambiance voilà, qui a strictement rien à voir, sachant que à chaque fois, pour chaque scène et en fonction des personnages qui étaient filmés, on devait ressortir toute l'armada des objets, puisque pour l'Epic Rap Battle, il y a le fameux yaoi, il y a la peluche Pouiki, il y a le parfum, il y avait à chaque fois toute l'armada, les billets aussi. Alors les billets, ça a été très drôle quand il a fallu tout ramasser aussi. Et voilà, donc on a profité voilà, d'avoir des lieux, encore une fois, des lieux magnifiques pour faire le rap battle. Donc évidemment, Epic Rap Battle of History, hein, on n'invente rien, on a juste fait un clin d'œil à quelque chose qui a été créé par un groupe américain qui marche plutôt bien et que j'adore. Et en fait, on a fait donc le fameux combat Gaïa contre Megazelle, parce qu'on trouvait ça sympa. En fait, à la base, c'est en tournant pour le Québec, en fait, on a tourné, ils nous ont demandé de faire un petit rap battle, et on s'est dit, mais c'est trop drôle à faire en fait. Et si on en faisait un, et du coup, parce que là, évidemment, pour le Québec, comme c'était une annonce, on a pu faire que 2-3 phrases, donc et puis c'était vraiment au service du Geekfest. Donc là, on s'est dit, et si on faisait un petit truc comme ça? Moi, j'ai toujours voulu faire une comédie musicale, mais j'ai jamais eu le temps de m'y mettre. Et Anne-Laure, elle, forcément, elle s'est dit, allez, moi je vais faire des trucs. Donc elle est voir le compositeur Benjamin Oziel, qui est un de nos compositeurs qui fait super boulot, et qui est super balèze pour les thèmes, qui envoie vraiment du lourd. Avec Circle, c'est les deux qui font, il y a aussi Sylvain Livnet, ces trois-là, c'est ceux qui font les thèmes avec le plus d'épique, de bourrin, et Benjamin Oziel est capable de faire aussi des bons trucs en dubstep, dubstep ou je sais pas quoi, enfin je m'y connais pas, ça se voit, ok. Et le truc c'est que il nous a fait un super thème. Ensuite, Anne-Laure, qui elle a fait les paroles, je sais plus exactement si elle les a écrites avant ou après la musique, mais le truc c'est que les paroles ont coïncidé, donc elle me souffle avant. Et en fait, ensuite, avec ça, on a fait une maquette, avec la musique et tout ça, qu'ensuite Benjamin a composé, si j'essaie de me rappeler. Et ensuite, donc, on a créé une maquette alpha, on va dire, qui n'était pas forcément très bien chantée, parce que c'était la première, qu'on a passé en boucle sur les lieux de tournage. Et donc on avait la version qui était ultra fausse et tout, qui était là et qui tournait 15 fois, 30 fois, et on était, ceux qui étaient là, on arrivait avec notre petite sono, on mettait le son à fond, des fois dans les abbayes et tout, et puis on avait la chanson qui était super mal chantée, et nous on était à fond en train de danser et tout ça, enfin c'était assez rigolo. Et là c'est marrant parce que pour le coup, cette fois-ci c'est moi qui étais le cadreur, c'est-à-dire que j'étais pas réalisateur, c'est-à-dire qu'elle me disait, alors là j'ai besoin de ce plan là, là j'ai besoin de ce plan là, là faudrait faire ça, alors là il y a lui qui fait ça, là lui il va sortir un accessoire parce que c'était le moment, il y a une punchline, donc il va falloir que le mec il termine cette punchline en envoyant par exemple je sais pas moi, Pouiki m'attaquer, un truc comme ça. Et d'ailleurs pendant les tournages de l'Epic Rap Battle, il y a un incident quand même à déplorer. On a failli perdre Pouiki. Oui. Fabien l'a jetée délibérément sur le toit. Il a fallu une expédition pour la récupérer, mais elle est là, elle est en bonne santé. Ses jours ne sont plus en danger. Merci. Et oui. Fabien voulait montrer à Omegazelle comment faire et lui montrer que voilà, il suffisait de la choper, de donner un grand coup comme ça et qu'elle pouvait partir à des kilomètres et que c'était parfait, c'était ce qu'il fallait pour le plan. Oui, sauf qu'il a fait ça alors qu'on était en hauteur et que juste à côté, il y avait une maison. Donc je me suis retrouvée pour récupérer Pouiki qui était en danger. J'ai dû grimper et extirper la pauvre Pouiki coincée sur le toit. Voilà, donc encore une anecdote plutôt rigolote. Mission sauver Pouiki. Et donc voilà, on a eu ces petits tournages. À chaque lieu de tournage, on avait pareil quelques phrases. Et puis à la fin, c'est Anne-Laure qui a monté tout. C'est-à-dire que c'est son premier montage. C'est-à-dire qu'en gros, je lui ai dit voilà, sous première, ça fonctionne comme ça c'est le cutter, tu coupes ton machin. Là, tu as plusieurs séquences, tu mets ça sur ta timeline, tu as plusieurs rangées de timeline, etc. Et elle m'a fait un pré-montage où elle avait absolument tous les plans qu'elle a décidé pour chaque phrase en fait. Et donc moi ensuite, j'ai lissé le tout évidemment parce que comme j'ai l'habitude, de temps en temps, là c'est trop long, là c'est trop court, machin, mais c'est de l'ajustement. Et donc en fait, j'ai eu le travail d'Anne-Laure, que ensuite j'ai essayé d'apporter les 15 ans d'expérience que j'ai pour que évidemment il n'y ait pas la dimension de premier montage.
Et à partir de là, on s'est retrouvé avec un super Epic Rap Battle qui a bénéficié du travail de plusieurs personnes, un compositeur de Gaïa, et puis à la fin, en tout bout de ligne, il y a eu moi pour la maquette et la finalisation du montage, et ça fait un travail plutôt sympa. Et pour une fois, c'est un travail qui ne m'a pas pris longtemps. En fait, en gros, on a tourné très rapidement, j'ai fait le montage, j'ai fait les miettes de montage à la fin parce que Gaïa avait tout fait, et on s'est retrouvé avec un super bonus qui finalement ne m'a absolument pas pris de temps. Et c'est pareil pour le bloc de Gaïa qu'on a tourné à Nouméa, c'est pareil, c'est Anne-Laure qui a fait le pré-montage, etc. Je n'ai eu qu'à intervenir en fin de piste, et si on continue comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de bonus parce que l'équipe commence à prendre son envol et à créer des choses toute seule. Et du coup, moi, je suis plus un soutien que la personne qui tient le projet et qui se fait soutenir par ses copains. Donc on commence à inverser les rôles sur certains trucs, et je suis plutôt content de la tournure que ça prend. Donc voilà, le Epic Rap Battle, super souvenir. J'ai trouvé ça génial de voir les acteurs danser dans leurs costumes et tout ça. Alors, il y a une chose que je tiens absolument à dire, c'est que je suis l'auteur de la chorégraphie d'Istos. Quand on a tourné, ou je sais pas, où Istos il fait ça, l'espèce de robot, machin, il fait etc. À chaque plan, je lui ai demandé de faire un mouvement différent et d'être sérieux par contre, parce qu'il faut y croire, même si jamais on est ridicule. Plus on a l'air sérieux et ridicule à la fois, et plus ça marche. Et donc voilà, je suis très très heureux d'avoir fait cette chorégraphie parce que j'étais mort de rire derrière la caméra quand je voyais Istos qui était à fond là, à faire le robot, machin. Arthéon aussi, tout le monde. Non, puis je suis très content parce qu'on a eu aussi, alors je l'ai pas cité dans les guests tout à l'heure parce qu'il intervient dans le film 3. Mais on a eu Laurent Charrier aussi qui est venu, qui fait Gladys dans Flanders Company, qui lui est un guest du film 3 que nous avons eu, mais qui intervient aussi sur un plan sur le bloc de Gaïa, parce que ce jour-là on avait fait un peu de bloc de Gaïa et c'était rigolo. Donc voilà, Epic Rap Battle a recommencé, si on y arrive, peut-être même en Suisse, qui sait, voilà, avec 2 autres personnages, ça serait rigolo. Alors cette année encore, on a fait énormément de festivals. Je crois que si on cumule la présence de l'équipe Noob à tous ces endroits, nous avons à peu près 60 journées, si on cumule tout ça. Alors évidemment, il y en a certains qui cette année ont été vraiment insolites, parce qu'il y a tous ceux où on va d'habitude, le Toulouse Game Show, Japan Expo, on a eu la Comic Con aussi pour la première fois, etc. Donc on a beaucoup de festivals qui sont des festivals dits classiques, dans lesquels on s'éclate et on s'amuse, et si on revient, c'est que voilà, dites-vous que quelque part c'est qu'on y est bien et qu'on apprécie les gens qui le font, parce que le côté humain c'est super important. On a eu l'occasion d'aller comme d'habitude un petit peu partout, de faire particulièrement, je me rappelle, une convention en Suisse, on s'est vraiment marré. Et puis je suis toujours super impressionnée parce que ça fait vraiment longtemps et vous venez toujours nous voir, donc merci beaucoup. Moi j'y crois toujours pas à chaque fois que je vois des gens. Eh bien, j'étais dans un petit coin là, et alors il y a beaucoup de gens que je connaissais pas du tout. J'ai fait beaucoup de dédicaces aussi sur ils me présentaient des t-shirts, Au niveau des salons, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je trouve que les salons, c'est toujours pareil. On est invité, on fait nos dédicaces, on rencontre notre public, on rencontre les fans, on rencontre les gens. On s'amuse avec eux, on les remercie d'être là, présents à travers chaque épisode et à travers leur soutien. Du coup, moi, ça change pas grand-chose. Je suis toujours content de faire tous les salons et de voyager à travers la France, voire maintenant le monde, puisque nous sommes allés au Canada pour rencontrer notre public québécois. Donc du coup, effectivement, maintenant, on commence à partir. À quand le Japon? À quand les États-Unis? Je vous le demande. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous de venir si nombreux sur les salons. Et pour moi, ça reste pour l'instant, pareil. Un plaisir de venir sur les salons pour rencontrer le public. Pour moi, l'événement majeur au niveau des déplacements, ça restera quand même le Québec. On a pu aller rendre visite à nos fans québécois. Moi, en fait, quand je me dis que si loin de nous, il y a des personnes qui sont fans de ce qu'on fait, et je me permets de remémorer d'où on part, je me dis que c'est quand même beau. En plus, moi, je veux dire, pour l'occasion, c'était la première fois que je traversais l'Atlantique. Première fois que j'allais donc au Canada, enfin voilà, États-Unis, Amérique du Nord quoi. Donc voilà, pour moi ça avait vraiment une saveur particulière. Et en plus une fois là-bas, il y a tout qui était génial. Les gens sont d'une gentillesse et vraiment nous témoignent un respect, là, une admiration qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment j'ai été touché. J'ai vraiment été touché par ce voyage. En plus, je veux dire, on y allait pendant une semaine, donc une fois que le salon était terminé, on a pu un petit peu aller visiter, chose qu'on n'a jamais le temps de faire en France, que ce soit dans toutes les villes
villes où on est allé. Donc franchement, le Québec, ça restera un de mes meilleurs souvenirs. Au niveau des salons, voilà, parce que le lieu voulait un petit peu ça, mais vraiment, voilà, un gros bisou à nos femmes, on a plein de femmes là-bas, à nos fans québécois, et vraiment un grand merci pour leur accueil. Alors avec Gaïa, on était déjà venu au Québec, donc c'était juste la joie d'y retourner. D'ailleurs, on y retourne encore en mai pour le congrès boréal. Donc voilà, le Québec, ça commence à devenir une zone où on va régulièrement. Ça va faire 3 fois qu'on y va et c'est super parce que, je sais pas pour ceux qui sont allés à Montréal, c'est vraiment génial. Enfin, comment vous dire ? Tout est grand, personne n'est les uns sur les autres, tout le monde est poli, tout le monde est gentil. À chaque fois qu'on y allait, la température était clémente, en plus on a eu de la chance. Donc là, cette fois-ci, y aller avec les copains, c'était sympa aussi. Donc là, le public québécois, c'est un des meilleurs publics du monde. C'est génial, les gars. En festival, vous rigolez à toutes nos blagues, on a l'impression d'être des humoristes de très haut niveau. Vous êtes tout le temps sympa, poli. Bon, après, même en France, ils sont polis, nos fans. En fait, je crois que notre communauté est polie et sympa en général. Mais voilà, vous avez cette gentillesse, parce qu'on n'est pas chez nous, donc on vient vous voir et vous avez cette façon de nous accueillir qui vraiment nous touche. Donc merci à vous. Merci à JP pour ton accueil. Voilà, c'était vraiment super. Merci à toute ton équipe. Donc le Geekfest, un grand moment. Coucou les noobs et bienvenue au Man Game Show de Fréjus. Et oui, c'est la première édition cette année et on est super content de pouvoir y participer. En ce moment, vous êtes sur scène avec nous et vous avez le public là devant vous. Visiblement, c'est l'heure de la sieste. Bonjour Fréjus. Au niveau de nos déplacements en festival, cette année, il y a eu des événements un petit peu insolites. Il y a eu... alors, contrairement à ce que tout le monde pense, un des plus insolites, c'est la Tour Royale à Toulon. Alors, j'ai bien dit Toulon, donc là où le groupe est basé, là où nous sommes originaires. Il a fallu attendre 2015 et 5 saisons et un film. Donc voilà, la mairie de Toulon s'est un petit peu bougée auprès de nous et nous a proposé un festival, en plus dans un lieu entre guillemets historique de la ville, mais aussi historique d'Olydri, puisque c'est là où nous avons tourné une belle bataille pour le film 1. Donc c'était un petit peu spécial, c'était en plein air, on a eu la chance qu'il fasse super beau, on a ramené pas mal de monde. Et en fait, c'est pour l'occasion, j'ai pu faire partager cet événement à des potes à moi que j'avais connus dans les études, ou des potes à moi qui redescendaient voir leur famille là pendant l'été. J'ai pu les revoir à ce moment-là et un peu leur montrer ma nouvelle activité, puisqu'on s'était un petit peu perdu de vue. Mais voilà, franchement, j'adore les festivals en plein air. Quand il fait beau, c'est vraiment le top. Ça change un petit peu là de quand vous êtes confiné dans un hangar, qu'on fait le Japan Expo là début juillet, quand il fait plus 150 degrés, que ça fait effet de serre avec les vitres et tout. Là vraiment c'est super, c'est une belle bouffée d'oxygène. Et voilà, au niveau de la Tour Royale, ce sera à refaire avec encore plus de monde pour qu'ils soient encore plus débordés et que la mairie soit obligée de dégager une logistique de malade pour encadrer les fans et tout. Ouais, ça franchement je re-signe de suite. Et ça sera un bonus à part sur le DVD d'ailleurs. Où vous pourrez vraiment vous immerger dans l'ambiance, et c'était un lieu de tournage, donc voilà, les gens pouvaient venir sur un ancien lieu de tournage du film 1, donc dernier étage de la Tour Galamadré-Bouillac. Il y avait des stands, des présentations des costumes, des démonstrations maquillage, démonstrations de dessin par les auteurs de la bande dessinée, donc Barthémus et Nostaria, non noob. Et puis on avait ensuite projection en plein air du film 1 sur un énorme écran avec les gens qui étaient là sur le lieu de tournage en pleine nuit. C'était vraiment sympa. Donc ça a été vraiment un super moment. Toute cette foule acclamait, scandait ce slogan jusqu'à ce que vraiment les organes explosent et je ne sois qu'un liquide par terre. Et ça peut arriver, ok? Ça va, vous êtes prêts? Attention à 3. 1, 2, 3. Alors oui, les déplacements, ce qu'on peut dire, c'est que moi je fais partie des privilégiés qui ont eu l'occasion cette année en plus d'aller à Nouméa et au Canada. Nouméa, je dois dire que c'est totalement inoubliable. Je fais un gros bisou à tous les gens qui nous ont accompagnés là-bas. Je ne saurais pas tous vous citer, vous êtes trop nombreux et trop super. J'ai été vraiment content de faire partie de cette aventure-là. J'aurais jamais cru avoir cette opportunité
qu'on me dise est-ce que tu vas les dédicacer à l'autre bout du monde. Donc bien sûr j'ai dit oui, c'est de rencontrer des gens qui suivent notre boulot aussi loin, c'est vraiment à la fois surprenant et gratifiant, surtout qu'on a eu la chance de rencontrer des gens vraiment formidables. Là je vais faire un petit point sur Nouméa, vraiment où on a rencontré une équipe super, le Sci-Fi Club qui était vraiment génial. On a pu dédicacer à la Maison du Livre, on a pu faire des radios, on a été invité par la radio locale de Nouvelle-Calédonie et voilà, enfin on a vraiment pu faire découvrir à la Nouvelle-Calédonie Noob pour ceux qui ne nous connaissaient pas, et c'était vraiment une super expérience. Ça nous a permis de créer des nouveaux projets de série comme la série Enquête et Hibiscus, tournée en décor naturel en Nouvelle-Calédonie, où vous découvrirez John Hibiscus. On a là un accessoire officiel de la série, le chapeau de John Hibiscus. Voilà, donc bientôt sur vos écrans, une nouvelle série en HD, THX, Ultimate, Dolby, True Color.